Le bruit d'un fusil qui tire est entendu dans tout le Plaza Dile. Le président John F. Kennedy porte ses mains à son cou alors que le sang chaud s'écoule de la blessure par balle. Il observe sa femme à ses côtés, les yeux grands ouverts. Quelques secondes plus tard, un autre coup de feu est tiré, puis un troisième. La balle traverse le crâne de Kennedy. Un nuage de sang se disperse dans l'air. Jacqueline Kennedy bondit de son siège et plonge à travers le coffre de la voiture, le bras tendu avant de retourner à son siège. Elle se tourne vers son mari et berce le président blessé dans ses bras. « Oh mon Dieu! Ils ont tiré sur mon mari! Je t'aime, Jack! » elle crie. Le cortège présidentiel file à toute vitesse sur la route en direction de l'hôpital Parkland à Dallas, Texas. Que s'est-il vraiment passé le 22 novembre 1963? Le jour où le président John F. Kennedy a été assassiné. Beaucoup de théories ont été avancées depuis cet événement marquant de l'histoire, mais pouvons-nous séparer le fait de la fiction? Certaines théories sont soutenues par des montagnes de preuves. D'autres n'ont que peu ou pas de preuves pour les étayer. Nous allons vous ramener dans le temps pour suivre la série d'événements qui ont conduit à l'assassinat du plus jeune homme jamais élu à la présidence des États-Unis. En examinant le passé, ainsi que l'itinéraire exact emprunté par le cortège de Kennedy ce jour-là, nous pouvons découvrir des informations clés sur ce qui s'est réellement passé à 12h30 le 22 novembre 1963. Cette reconstitution de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ne fera pas de déclarations extravagantes, ni ne divertira des idées de spéculation non étayées. Elle se fonde sur des témoignages, des dépositions et des preuves photographiques pour vous immerger au cœur de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire américaine. À la fin de ce voyage, vous aurez les preuves dont vous avez besoin pour tirer votre propre conclusion sur ce qui s'est réellement passé le jour où Kennedy a été assassiné. Vous pourriez découvrir que tout ce que vous croyez maintenant sur l'assassinat de Kennedy pourrait être remis en question et que vous pourriez repartir avec une nouvelle perspective sur ce moment décisif de l'histoire. Pour comprendre les mécanismes en jeu, nous devons suivre John F. Kennedy à travers le temps, tout en examinant simultanément les acteurs, les motivations et les lieux clés de cette tragédie. Nous commençons le 29 mai 1917 dans une maison blanche à 2 étages située au 83 Beale Street, à Brookline, Massachusetts, en périphérie de Boston. Ici, John Fitzgerald Kennedy est né dans la chambre principale du 2e étage de la maison. Nouveau-né, John Fitzgerald Kennedy est diagnostiqué avec des problèmes de santé ultérieurement identifiés comme la maladie d'Addison. C'est l'un des nombreux problèmes de santé qui ont causé à John Fitzgerald Kennedy une douleur constante pendant une grande partie de sa vie. En 1936, John Fitzgerald Kennedy obtient son diplôme de l'école d'internat Choate à Wallingford, Connecticut. Il commence sa première année à Harvard, où son frère aîné, Joe Kennedy Jr., étudie déjà. John Fitzgerald Kennedy admire son frère aîné, mais à l'insu de tous à l'époque, le futur de Joe Kennedy réserve un sort macabre qui jouera un rôle pivot dans la propulsion de son frère cadet, sur un chemin qui mènera finalement à son assassinat. À Harvard, John Fitzgerald Kennedy se blesse au dos en jouant au football. Cette blessure tourmentera Kennedy pour le reste de sa vie et sera également un facteur contributif le jour où il sera abattu à Dallas, au Texas. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le père de John Fitzgerald Kennedy, Joseph B. Kennedy Sr., a été nommé ambassadeur des États-Unis en Angleterre en 1937 et se trouve maintenant au cœur du conflit qui se déroule en Europe. John Fitzgerald Kennedy poursuit ses études à Harvard, mais l'idée de s'engager dans l'armée des États-Unis pour rejoindre la guerre reste dans un coin de son esprit. Un peu plus d'1 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale par Adolf Hitler, une femme pauvre vivant à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du nom de Margaret Oswald, donne naissance à son 3e fils, Lee Harvey Oswald. La naissance d'Oswald n'a aucune signification dans l'histoire à l'époque, mais dans les décennies à venir, il se lancera sur un chemin qui le mènera sur le territoire du plus grand ennemi des États-Unis pendant la guerre froide, l'Union soviétique. Cependant, c'est quand Oswald rencontre John F. Kennedy que son empreinte sur l'histoire est solidifiée. En 1941, John Fitzgerald Kennedy, diplômé de Harvard 1 an plus tôt, s'engage dans la marine américaine pour contribuer à la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Il sert en tant qu'officier du renseignement naval et atteint finalement son objectif de commander un navire de torpille de patrouille dans le théâtre du Pacifique. Le navire est désigné PT-109. Joe Kennedy rejoint l'armée américaine en tant que pilote et est envoyé en Europe où il combattra la menace nazie. John Fitzgerald Kennedy reviendra de la Seconde Guerre mondiale en héros de guerre.
Joe Kennedy ne reviendra pas du tout. Le 2 août 1943, un moment décisif dans la vie de John Fitzgerald Kennedy se produit. Cela élèvera John F. Kennedy au rang de héros de guerre dans le foyer américain. Le lieutenant John Fitzgerald Kennedy se tient sur le pont du PT-109 alors qu'il patrouille le détroit de Blackett au sud de Kolumbangara, dans les îles Salomon. C'est une nuit sombre et étrangement calme lorsque le destroyer japonais semble apparaître comme par magie. Les 12 membres de l'équipage du PT-109 s'efforcent de dégager le navire, mais il n'y a pas assez de temps. Le navire japonais, plusieurs fois plus grand que le bateau PT, le déchire à pleine vitesse, comme s'il s'agissait de papier mouillé. Les Japonais ne semblent même pas remarquer qu'ils ont heurté quelque chose, alors que le destroyer continue sa route, laissant derrière lui le bateau PT en train de couler. Lors de la collision, Kennedy est projeté à travers le pont et s'écrase dans le cockpit, blessant encore plus sa colonne vertébrale déjà endommagée. Les marins se retrouvent à flotter haut et bas, dans les eaux sombres et infestées de requins du chenal. Si nous dézoomons, nous pouvons voir qu'il y a des îles ici, ici et ici. Mais sans lumière, les hommes échoués ne peuvent voir aucun des terrains proches. Dans les suites du carnage, 2 membres de l'équipage, Harold Marney et Andrew Jackson Kirksey, sont présumés morts. Les survivants, battus et épuisés, malades à cause des vapeurs de carburant, s'accrochent à l'épave de leur navire jusqu'à l'apparition de la lueur de l'aube. À ce moment-là, Kennedy aperçoit un bout de terre au loin et ordonne à ses hommes de nager vers celui-ci. L'un des marins du bateau PT, Patrick McMahon, va et vient dans la conscience à cause des blessures subies lors de la collision et est maintenu à flot par ses camarades de bord. Pour amener le marin blessé à terre, John Fitzgerald Kennedy met la sangle du gilet de sauvetage de McMahon dans sa bouche et commence à nager. À chaque mouvement, une douleur lancinante traverse sa colonne vertébrale. Kennedy, ex-nageur de Harvard, mène la voie, traînant l'ingénieur blessé McMahon derrière lui. D'autres hommes blessés, incapables de nager, sont attachés à une planche de bois que les autres poussent et tirent à travers l'eau. Malgré la distance, Kennedy et son équipage atteignent l'île, où ils évaluent leur situation. Le petit morceau de terre est plus tard identifié comme le boudin aux prunes, mais les hommes l'appellent « île aux oiseaux », en raison de l'odeur intense du guano qui recouvre une grande partie de la végétation et de la plage. Probablement dans une douleur atroce à cause de ses blessures, Kennedy décide qu'il doit continuer à avancer si son équipage a une chance d'être secouru. Il entreprend une nage en solo périlleuse à travers le passage Ferguson, espérant trouver des bateaux PT ou navals américains dans la zone. John Fitzgerald Kennedy navigue à travers des récifs tranchants et des mers agitées, flottant sur l'eau pendant plus d'1 heure à la fois. Il finit par retourner à l'île aux oiseaux, où son équipage l'attend. Après avoir pris le temps de se reposer et de reprendre des forces, Kennedy décide de repartir la nuit suivante. Désespéré par l'absence de succès dans la recherche d'un moyen de sauver ses hommes, Kennedy retourne à l'île aux oiseaux, où il décide que le groupe devrait se déplacer vers l'île Olasana, dans l'espoir de trouver de la nourriture et de l'eau fraîche, tout en se rapprochant du passage Ferguson. Chaque instant où les marins américains sont échoués, ils courent le risque d'être découverts et capturés par les forces japonaises. Ceci s'ajoute au fait que chaque jour, le soleil équatorial brûlant essaie lentement de les brûler vifs. Une fois installés sur Olasana, Kennedy et un membre d'équipage nommé George Ross partent à la recherche d'aide. Ils ont atteint l'île de Nauru, la dernière de la chaîne, où ils ont rencontré 2 hommes indigènes du nom de Byukugasa et Arone Kumana. Les habitants indigènes ont été chargés par l'armée américaine de surveiller l'île pour toute activité japonaise opérant dans la région. En fait, c'était une épave japonaise sur le bord de l'île de Nauru qui intéressait à la fois Kennedy et Ross, ainsi que Byukugasa et Arone Kumana. Cette épave a suffisamment rapproché les 2 parties pour qu'elles se repèrent. Au début, Byukugasa et Arone Kumana pensent que John Fitzgerald Kennedy et son compagnon sont des soldats japonais et s'enfuient rapidement. Mais ils se rencontrent plus tard dans la journée et le malentendu est dissipé. Avec l'aide des insulaires, Kennedy griffe un message sur la coque d'une noix de coco, signalant leur position et demandant du secours. Le 9 août, 7 jours après le naufrage du PT-109, une mission est lancée pour sauver les marins échoués. Kennedy reçoit la médaille de la Marine et du Corps des Marines et la Purple Heart pour son courage et son leadership pendant l'épreuve dans le Pacifique. L'histoire du PT-109 devient un moment clé dans la vie de Kennedy et sa future carrière politique en consolidant son image de leader courageux. Le récit, raconté par l'écrivain John Hersey dans des publications comme le New Yorker et Reader's Digest, est lu par des millions de personnes aux États-Unis. Avant même de mettre les pieds à la Maison-Blanche, John F.
Kennedy est devenu un nom familier. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et que John Fitzgerald Kennedy termine sa tournée avec la marine américaine en 1946, il retourne au Massachusetts, où son père, ancien ambassadeur en Angleterre, le convoque pour une conversation sérieuse. Joseph Kennedy Jr., le frère aîné de John Fitzgerald Kennedy, avait été préparé dès son plus jeune âge à entrer en politique, mais lorsque son avion a explosé lors d'une mission top secrète au-dessus de la Manche, l'aîné des enfants Kennedy a été perdu à jamais. Le père de John F. Kennedy convainc son fils aîné encore en vie qu'avec son éducation à Harvard et son temps mémorable dans l'armée, John Fitzgerald Kennedy ferait un excellent candidat en tant que député de l'État du Massachusetts. Il est clair que Joseph Kennedy Sr. a de plus grands projets pour son fils, mais commencer en tant que député le mettra sur une voie qui pourrait éventuellement le mener à Washington District de Columbia. John Fitzgerald Kennedy se présente et remporte l'élection dans la 11e circonscription du Massachusetts, qui comprend à l'époque East Boston, Charlestown, le North End, Brighton, des parties de Cambridge et Somerville. Curieusement, Brookline, lieu de naissance et d'enfance de John Fitzgerald Kennedy, n'est pas dans sa 11e circonscription du Congrès, ayant été retiré de celle-ci. Kennedy sert en tant que député au Massachusetts pendant 3 mandats, durant un total de 6 ans, après quoi il est élu au Sénat des États-Unis en 1952, le rapprochant d'un pas de la présidence des États-Unis d'Amérique. Alors que John Fitzgerald Kennedy gravit les échelons de la politique américaine, Lee Harvey Oswald est mis sur une voie qui influencera plus tard, de manière significative, les événements du 22 novembre 1963. En 1956, Oswald intègre les Marines américains. Pendant son service, il obtient la qualification de tireur d'élite. Malheureusement pour Oswald, 2 ans après son service, il fait face à 2 cours martiales différentes. Cela met en colère le jeune soldat et joue probablement un rôle dans son mépris pour l'autorité et le statu quo. Il est clair, d'après son temps dans l'armée, que Lee Harvey Oswald est un homme intense qui a l'impression que le monde est contre lui. Il trouve du réconfort dans les écrits socialistes et s'endoctrine lentement dans les idées du communisme. En 1959, Oswald se rend en Europe, où il parvient à entrer en Union soviétique. Il exprime son souhait de défection, mais les soviétiques le rejettent haute classe. Toutefois, face aux insistantes demandes et à la démonstration de l'engagement extrême de Lee Harvey Oswald à prouver qu'il est un sympathisant communiste, les soviétiques révisent leur position. Oswald ne fait pas beaucoup d'efforts pour garder sa défection secrète, et lorsque les Marines le découvrent, ils déposent une demande de libération indésirable contre Oswald. De retour aux États-Unis, le 13 juillet 1960, John Fitzgerald Kennedy est nommé candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis. Bien qu'il soit catholique dans une nation majoritairement protestante, sa personnalité charismatique séduit une large partie du public. Cependant, étant de Boston et plus libéral que la plupart des candidats sur les droits civiques, Kennedy sait qu'il a besoin d'un vice-président qui l'aidera à sécuriser le vote dans le Sud, où une grande partie de l'électorat, même les démocrates, a encore du mal à accepter la déségrégation et l'égalité des droits pour tous. C'est à cause de ces facteurs que John Fitzgerald Kennedy choisit Lyndon B. Johnson, sénateur du Texas, comme colistier. Le 8 novembre 1960, John F. Kennedy gagne la présidentielle. C'est l'une des courses les plus serrées de l'histoire des États-Unis, Kennedy remportant le vote populaire sur Richard Nixon par seulement 118 550 sur un total de près de 69 millions de votes exprimés. Cela signifie que John Fitzgerald Kennedy ne gagne que par 0,17% de votes en plus. Cependant, l'appel de Kennedy à la population urbaine et aux États industriels lui donne une majorité claire en ce qui concerne le collège électoral. Le ticket Kennedy-Johnson obtient 303 votes électoraux contre Nixon et son candidat à la vice-présidence Henry Cabot Lodge Jr. à 19. Au moment où John Fitzgerald Kennedy est élu 35e président des États-Unis, il devient le plus jeune président jamais élu, le premier catholique élu et le premier président à être né au XXe siècle. Environ un mois après environ un mois après le discours inaugural de John F. Kennedy, où il présente l'idée « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays », au public américain, Lee Harvey Oswald contacte l'ambassade américaine en Union soviétique et les informe qu'il souhaite retourner aux États-Unis avec sa famille. Après quelques échanges, on informe Oswald qu'il peut revenir aux États-Unis. Il était malheureux lors de son séjour en Union soviétique. Oswald travaillait dans une usine et vivait à la manière soviétique. Ce n'était clairement pas l'utopie qu'il avait imaginé qu'un État communiste serait. En 1961, Edwin Walker, un général de l'armée des États-Unis, est renvoyé par le président John F. Kennedy pour la propagande d'extrême droite qu'il a déversée sur ses troupes
pendant son service. Après avoir été contraint de quitter l'armée, Walker se retire dans une petite communauté à Dallas où il continue de prêcher ses vues anticommunistes et sa rhétorique haineuse. C'est l'ancien qui attire l'attention de Lee Harvey Oswald, qui se targue toujours d'être socialiste et rêve romantiquement de s'enfuir un jour à Cuba pour rejoindre le Parti communiste sous Fidel Castro. En 1962, Oswald est autorisé à entrer aux États-Unis avec sa femme russe et leur fille. Il déménage à Fort Worth, Texas, et séjourne chez le frère d'Oswald. Plus tard cette année-là, Oswald et sa famille déménagent à Dallas. À peu près à cette époque, Oswald crée une fausse identité sous le nom d'Alec J. Idel. Cela deviendra très important dans les événements et enquêtes futures. Il est donc important de garder ce nom à l'esprit. Le 27 janvier 1963, Oswald commande un revolver Smith & Wesson Victory Model 38 spécial à canon court chez Seaport Traders de Los Angeles. Puis, le 12 mars 1963, une semaine après qu'Edwin Walker ait prononcé un discours appelant l'armée américaine à Makiki, liquider le fléau communiste qui s'est abattu sur l'île de Cuba, Oswald passe une deuxième commande par courrier pour une carabine d'infanterie Carcano Model 38 de 6,5 par 52 mm chez Klein's Sporting Goods à Chicago. Le fusil avait été annoncé dans le magazine American Rifleman de février 1963. Les deux armes ont été achetées par et livrées à A. J. Idel. Oswald prépare soigneusement un plan pour tuer Edwin Walker. Il traverse la ville et prend des photos de reconnaissance de la maison de Walker. Il réalise des cartes manuelles du quartier Walker. Il écrit même un mini-manifeste expliquant pourquoi il va assassiner l'ancien général. Le 10 avril 1963, Lee Harvey Oswald emballe sa Carcano Model 38 carbines nouvellement achetées dans un sac et monte à bord d'un bus de ville. Le bus le dépose à une distance de marche du quartier d'Edwin Walker. Oswald se cache dans les ombres en face de la maison de Walker et regarde à travers la lunette de son fusil. Il voit Walker assis à son bureau dans la salle à manger. Oswald aligne le tir et presse la gâchette. La balle traverse la vitre et se loge dans le mur opposé, manquant la tête de Walker de quelques centimètres. Se rendant compte qu'il a raté son coup, Oswald démonte son fusil et retourne à l'arrêt de bus avant que les autorités n'arrivent. Il monte dans le bus et rentre chez lui. Comme Walker n'a pas été tué, l'enquête policière est lente à rassembler des preuves. Aucun lien n'est établi entre la fusillade et Oswald, jusqu'à ce que lui et le président Kennedy soient déjà morts, lorsque Marina, la veuve d'Oswald, est interrogée. À l'été 1963, Lee Harvey Oswald commence un étrange voyage. Il retourne à la Nouvelle-Orléans, où il commence et devient le seul membre de la section de la Nouvelle-Orléans de l'organisation Pro-Castro Fair Play pour Cuba, contre les souhaits du groupe lui-même, qui pense qu'Oswald est un individu dérangé. Puis, en septembre 1963, Oswald monte à bord d'un bus de Houston à Mexico. Son objectif ultime est de se rendre à Cuba. Mais après avoir sollicité le consulat cubain et avoir été refoulé à plusieurs reprises, il finit par retourner aux États-Unis sans jamais réaliser son rêve de rejoindre le régime de Fidel Castro. Après avoir franchi à nouveau la frontière vers les États-Unis, Lee Harvey Oswald retourne à Dallas, où sa femme enceinte et sa fille séjournent chez une amie de la famille nommée Ruth Payne. Le 15 octobre 1963, Lee Harvey Oswald prend un emploi à la Texas School Book Depository en tant que commis. Il a découvert ce travail grâce à un voisin de Madame Payne qui l'a mentionné. À ce stade, Oswald n'a aucun moyen de savoir que ses chemins et ceux du président Kennedy se croiseront dans un peu plus d'un mois. Cependant, Oswald a déjà montré qu'il était capable de meurtre. Le 19 novembre, le Dallas Times-Herald publie l'horaire et l'itinéraire du président John Fitzgerald Kennedy, l'annonce récente du voyage de Kennedy à la ville. Le chemin que prendra le cortège devient un savoir public lorsque le journal est livré ce matin-là, et toute personne vivant à Dallas, y compris Lee Harvey Oswald, est désormais au courant de l'information sur l'endroit où le président des États-Unis sera et quand il y sera. Le 22 novembre 1963 à 7h30, le président Kennedy se réveille à l'hôtel Texas à Fort Worth. Il se lève lentement de son lit, où il a été allongé sur une planche spécialement conçue pour garder son dos droit. Alors qu'il est assis au bord du matelas, son personnel l'aide à mettre une orthèse dorsale, qu'il porte pour combattre la douleur atroce qui lui traverse la colonne vertébrale lorsqu'il doit s'asseoir ou rester debout pendant de longues périodes. Cet appareil jouera un rôle dans la manière dont l'assassinat se produira plus tard dans la journée. Environ au même moment où Kennedy se lève et se prépare pour un déjeuner dans la salle de bal de l'hôtel Texas, Lee Harvey Oswald se lève et se prépare pour sa journée.
Avec le recul, Oswald rompt plusieurs de ses routines et finit par faire des choix étranges. Il retire son alliance et la laisse sur une table de la pension où il séjourne. Quand il sort de la maison, Oswald porte un gros paquet enveloppé dans du papier brun. Il informe son collègue qui le conduit au travail qu'il porte des tringles à rideaux. Cependant, dans les heures à venir, il sera découvert que le sac en papier brun contient quelque chose de bien plus sinistre que des tiges de métal. Les hommes se rendent à leur travail au dépôt de livres scolaires du Texas, situé au centre-ville de Dallas. À 11h25, John Fitzgerald Kennedy, Jackie Kennedy, le vice-président Lyndon B. Johnson et un certain nombre d'autres membres de l'entourage de la campagne de réélection sont accompagnés par des agents du Secret Service lorsqu'ils montent à bord de Air Force One. Environ 5 minutes plus tard, l'avion décolle et, après un vol de 13 minutes, atterrit à Love Field à Dallas. Le président Kennedy est censé s'adresser à la réunion annuelle du Conseil des citoyens de Dallas, au Dallas Trademark, mais pas avant de suivre un itinéraire prédéterminé à travers la ville afin que le plus grand nombre possible de ses citoyens puissent apercevoir le président et sa femme, dont une grande partie du public est tombée amoureuse. Lorsque les Kennedy arrivent à Love Field, le temps s'est éclairci et c'est une belle journée d'automne. Auparavant, le cortège prévoyait de quitter le terrain avec une bulle en plexiglas sur la voiture des Kennedy pour les protéger de la pluie prévue. Cependant, comme le temps pluvieux a passé par Dallas, il est décidé que la bulle protectrice ne sera plus nécessaire. Cela offrira à la foule une meilleure vue sur le président et la première dame. Ce changement de temps qui n'aurait pas pu être prédit donnera à l'assassin une ligne de vue dégagée sur John Fitzgerald Kennedy, qu'il n'aurait peut-être pas eu si la voiture avait été équipée de la bulle en plastique comme prévu à l'origine. Lorsque John et Jackie Kennedy descendent de l'avion à Love Field, ils sont accueillis par environ 2000 personnes. Les acclamations retentissent parmi les passants, et des cris d'adoration émanent des clôtures de l'allure de l'aérodrome, où la foule s'est rassemblée pour voir le couple descendre de l'avion. Jackie et son mari se rendent immédiatement vers les foules, le long des clôtures, et serrent la main des gens pour les remercier de leur soutien. Un passant offre à Jackie Kennedy un bouquet de roses qu'elle ramène à la voiture et emporte avec elle tout au long de l'itinéraire du cortège. Le gouverneur du Texas, John Connolly, et sa femme sont dans la voiture avec les Kennedy. 2 agents du Secret Service sont assis à l'avant, l'un pour conduire l'automobile et l'autre pour surveiller les choses. La Lincoln Continental blindée est le 3e véhicule du cortège, précédé par la police et le Secret Service. John Fitzgerald Kennedy et Jackie sont dans la Continental surélevée. Elle a été spécialement conçue pour leur permettre d'être légèrement plus haut dans la voiture et le centre d'attention, alors que le cortège passe devant des milliers de spectateurs. Les Connolly sont devant les Kennedy. Derrière la voiture des Kennedy se trouve un autre véhicule du Secret Service, suivi d'une voiture avec le vice-président Lyndon B. Johnson et sa femme à l'intérieur. Cette voiture est suivie par un grand cortège de véhicules de police, d'agents du Secret Service et d'automobiles pour transporter la presse qui couvrira l'événement. L'itinéraire du cortège à travers la ville est d'environ 9,5 miles de long et les emmènera à travers plusieurs quartiers sur leur chemin vers la marque de Dallas. Au début du défilé de véhicules, le service secret et la police de Dallas sont en alerte maximale. Leurs plus grandes préoccupations sont les ponts sous lesquels le cortège doit passer, et c'est à ces endroits que des hommes supplémentaires ont été postés. Vers 11h55, le cortège présidentiel commence son voyage depuis Love Field le long de son itinéraire prévu. Ils tournent à gauche sur West Mockingbird Lane et virent à droite sur Lemon Avenue. À 12h06, John Fitzgerald Kennedy ordonne au cortège de s'arrêter lorsqu'il voit un groupe d'enfants tenant des pancartes lui demandant de s'arrêter au coin de Lemon Avenue et Lomo Alto Drive. Il serre la main des enfants et signe un certain nombre d'objets. Après ce bref arrêt, le cortège continue son trajet, mais s'arrête à nouveau quelques pâtés de maisons plus loin lorsque le président Kennedy aperçoit une nonne avec un groupe de petits-enfants. À 12h15, un homme se tenant à Dealey Plaza, du nom d'Arnold Roland, demande à sa femme si elle aimerait voir un agent du Secret Service. Il pointe du doigt le 6e étage d'un bâtiment en briques qui abrite le dépôt de livres scolaires du Texas, où un homme est assis à la fenêtre avec un fusil. Inconnu de Roland, ou de quiconque à ce moment-là, cet homme n'est pas un agent du Secret Service, mais l'assassin qui tirera sur John F. Kennedy. Le cortège continue à travers le nord de Dallas, tourne sur Lemon Avenue, puis sur le boulevard Turtle Creek. Turtle Creek devient finalement Cedar Spring Road, rapprochant le cortège du centre-ville de Dallas. Ils prennent à gauche sur North Harwood Street et la suivent pendant plusieurs minutes avant de prendre à droite sur Main Street à 12h23. C'est à ce moment que le Secret Service et la police de Dallas deviennent plus tendus.
La police demande des renforts en centre-ville, car la foule est beaucoup plus importante que prévu. Tandis que le cortège avance vers Main Street, l'anticipation fait grandir la foule. Le cortège ralentit afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent apercevoir le président, mais aussi par souci de sécurité, en raison du nombre de personnes qui encombrent la rue. À 12h29, le cortège tourne à droite. À 12h29, le cortège tourne à droite sur North Houston Street. Juste devant eux se trouve le dépôt de livres scolaires du Texas. C'est un immeuble en briques de 6 étages sans prétention situé à l'angle de Dealey Plaza. Si nous zoomons pour regarder Dealey Plaza, le parc lui-même est relativement petit et contient plusieurs espaces ouverts et une grande butte qui sera plus tard décrite comme une colline herbeuse. Les foules le long de North Houston Street sont parmi les plus grandes que le cortège a rencontrées, et comme les voitures doivent tourner à gauche sur Elm Street, à un peu plus de 60 mètres plus loin, le cortège a ralenti à une allure d'escargot. À 12h29 et 45 secondes, la voiture contenant John F. Kennedy effectue le virage à gauche sur Elm Street et se dirige vers le passage souterrain que la police et le Secret Service ont surveillé de près toute la journée, car le président est extrêmement vulnérable si quelqu'un devait attaquer depuis le pont. À 12h30, le 22 novembre 1963, un bruit sec résonne à travers Dealey Plaza. Au début, il y a de l'incertitude. Certains croyant que le bruit est un pétard, d'autres supposent un retour de flamme de voiture. Mais il devient rapidement évident que le bruit est un coup de feu. L'expression de Kennedy passe d'un sourire pour les gens tout autour de lui à une grimace alors qu'une balle pénètre dans l'arrière de son cou et sort directement sous sa gorge. Le gouverneur John Connolly reconnaît immédiatement le bruit comme étant celui d'un fusil qui tire et se retourne sur son siège pour regarder d'où il a entendu le coup partir. Il pense d'abord à une tentative d'assassinat. Il essaie de regarder et d'avertir Kennedy, mais alors que la balle sort du cou du président, elle continue dans la poitrine de Connolly, traverse son poignet et frappe la jambe du gouverneur. Connolly se plie en deux alors qu'une de ses côtes se brise et les os de son poignet se fendent. Il a des blessures par perforation dans le dos, le poumon, la poitrine et la cuisse. Plusieurs témoins, dont un sans-abri nommé James Worrell, un lycéen nommé Amos Ewins, un monteur de ligne de vapeur nommé Howard Brennan, et plusieurs autres témoignent plus tard que c'est à ce moment-là qu'ils lèvent les yeux vers le 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas, d'où ils ont entendu le bruit du coup de feu venir, et voient un homme tenant quelque chose qui ressemble à un fusil. Après que la première balle a traversé John F. Kennedy, choqué, ne peut que regarder autour de lui. Il rencontre le regard de sa femme. Le corset qu'il porte quotidiennement en public maintient le président droit et rigide. Même avec du temps, Kennedy ne pouvait pas s'affaisser dans son siège pour se protéger. Le président est coincé dans une position droite. Jackie Kennedy remarque un regard interrogateur sur le visage de son mari alors qu'il porte sa main gauche à sa gorge. À 12h37, juste 7 secondes après le premier coup de feu, un deuxième coup retentit. Si nous déplaçons notre regard un instant vers le côté droit du Plaza Dealey, un passant du nom d'Abraham Zapruder a filmé le cortège tout ce temps depuis un piédestal en béton le long de Elm Street. Il est près de la butte herbeuse du Plaza Dealey et a capturé des images granuleuses mais claires de ce qui se passe et de ce qui va suivre. 1 seconde et demie après le deuxième coup de feu, un troisième coup de feu retentit à travers la place. C'est à 1238 secondes et demie que la troisième balle frappe le dos de John F. La tête de Kennedy et des morceaux de son crâne sont projetés dans les airs. Un instant après que la balle fatale a frappé la tête du président, Jacqueline Kennedy saute de son siège et grimpe sur le coffre de la voiture. Elle semble ramasser des morceaux de la tête de son mari qui ont atterri sur le coffre, mais elle ne se souviendra pas de l'avoir fait après coup. Au total, 3 coups de feu sont tirés en moins de 10 secondes. Il est plus tard déterminé que la première balle a traversé le cou de Kennedy et a frappé John Connolly. La deuxième balle a dévié et a manqué la voiture, et la troisième balle était le tir fatal qui a touché John Fitzgerald Kennedy à la tête. Peu après le dernier tir, Bill Greer, le chauffeur présidentiel, accélère à fond la Lincoln Continental vers le tunnel sur Elm Street. Jackie Kennedy berce la tête fragmentée de son mari dans ses bras, essayant de maintenir son crâne ensemble alors que le sang coule de la blessure. Des ordres sont criés à la radio. Le cortège est dirigé vers l'hôpital Parkland, où les urgences attendent le président. Alors que la voiture du président s'éloigne rapidement, Howard Brennan, Bob Jackson, un photographe de presse qui se trouve à l'arrière du cortège, un photographe de presse du nom de Malcolm Cush, et beaucoup d'autres lèvent les yeux
et témoigne plus tard qu'il voit un homme retirer un fusil de la fenêtre du 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas. À 12h31, la Lincoln Continental a contourné la rampe reliant Elm Street à North Stemmons Freeway et dépasse le Dallas Trade Mart, où le président était censé se rendre ce jour-là si tout s'était passé comme prévu. Ensuite, le véhicule quitte l'autoroute pour emprunter le boulevard Market Center, puis le boulevard Harry Hines, qui amène la voiture contenant John Fitzgerald Kennedy, Jackie Kennedy et les Connelly à l'hôpital Parkland. Le chaos éclate au Plaza Dilley alors que les gens fuient pour sauver leur vie. La foule est en panique et la police lutte pour reprendre le contrôle de la situation et localiser le tireur. Un officier de police à moto nommé Marion Baker se précipite dans le dépôt de livres scolaires du Texas et tombe sur le surintendant de l'entreprise. Il escorte Baker à l'étage alors qu'il cherche un signe d'un tireur dans le bâtiment. Au 2e étage, le duo tombe sur un homme au visage impassible. Baker sort son pistolet et ordonne à l'homme de s'arrêter. Le surintendant intervient et dit à Baker que tout va bien. Il connaît cet homme parce qu'il travaille dans le bâtiment. Baker abaisse son pistolet, l'employé peut poursuivre son chemin. Cette personne qui a été laissée partir sera plus tard identifiée comme Lee Harvey Oswald. À 12h37, le cortège atteint l'hôpital Parkland. Les secouristes sortent rapidement des urgences pour soigner le président blessé. La femme de John Connolly crie pour que quelqu'un aide son mari, qui saigne de son milieu de corps au milieu de la voiture. Cependant, pendant ce qui semble une éternité, personne ne s'occupe du gouverneur alors que tout le monde essaie d'évaluer l'état du président. À l'arrière du véhicule, Jacqueline Kennedy berce la tête de son mari sur ses genoux. Les services de secret et le personnel médical l'exhortent à relâcher le corps de son mari, mais elle refuse de bouger, maintenait fermement son étreinte. Lorsque l'agent Clint Hill, qui avait sauté à l'arrière de la voiture des Kennedy à Dealey Plaza après les coups de feu, supplie la première dame de laisser les médecins aider son mari, elle se tourne vers lui et dit à Hill que son mari est déjà mort et qu'elle veut que tout le monde les laisse tranquilles. Finalement, Jacqueline Kennedy laisse le corps de son mari qui est emmené à la salle de traumatologie. Une armée de professionnels de la santé envahit la pièce pour s'occuper du président. Son corps est sur la table d'opération, sa poitrine oscille à peine. Il y a du sang partout. Il est désormais évident pour beaucoup que le président John F. Kennedy est déjà mort. Le service secret sécurise le vice-président Lyndon B. Johnson et le ramène en hâte vers l'aéroport Love, où Air Force One est préparé pour le ramener à Washington, district de Columbia. Environ 15 minutes après que Kennedy a été amené dans la salle de traumatologie, son cœur cesse de battre. Un prêtre catholique est amené pour lire les derniers rites, et le président John Fitzgerald Kennedy est officiellement déclaré mort le 22 novembre 1963 à 13h heure standard du centre. À 13h, 6 de retour au dépôt de livres scolaires du Texas, les policiers de Dallas localisent un nid de tireurs d'élite près d'une fenêtre donnant sur Dealey Plaza, au 6e étage du bâtiment. Sur le sol se trouve un long sac en papier brun qui a été froissé et 3 douilles de cartouches usagées. Cependant, ils n'ont pas encore trouvé l'arme qui a tué le président. Les policiers fouillent à tout le bâtiment, à la recherche du moindre signe de l'assassin ou de son arme. Alors que la police recherche le fusil dans le dépôt de livres scolaires du Texas, un officier du nom de J.D. Tippett traverse le quartier suburbain d'Oak Cliff à Dallas. Ce quartier se trouve juste au sud-ouest du centre-ville. Sur la base des témoignages d'yeux de tireurs au 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas depuis le Plaza Dilley, la police a été alertée pour rechercher un homme blanc inconnu, d'environ 30 ans de constitution mince, mesurant 1,78 m, pesant 75 kg et signalé comme étant armé d'un fusil. Tippett remarque un homme ressemblant vaguement à la description du tireur, ce qui attire son attention. L'homme regarde constamment par-dessus son épaule et agit de manière suspecte. Tippett décide de suivre l'homme pendant un moment pour l'observer et voir si son comportement erratique se poursuit. À 23h, Tippett décide de s'arrêter et de parler à l'homme. Il arrête la voiture de patrouille et baisse sa fenêtre juste après East 10e rue et Patton Avenue. Plusieurs personnes voient Tippett sortir de sa voiture de patrouille et marcher vers l'homme à qui il avait parlé. L'homme sort un pistolet et tire 4 fois sur J.D. Tippett, le tuant. Dans le centre-ville de Dallas, la police trouve un fusil italien Mannlicher Carcano, 6,5 mm numéro de série C2 1766 équipé d'une lunette japonaise sous quelques boîtes au 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas. Au même moment où le fusil est découvert, la police a été informée que J.D. Tippett a été abattu
et ils sont maintenant à la recherche d'un homme correspondant à la description du tireur de Dealey Plaza pour le meurtre de Tippett. Quand l'horloge sonne 13h38 à Dallas, Walter Cronkite annonce au monde que John F. Kennedy, le président des États-Unis d'Amérique, est décédé. Quand il annonce que le vice-président Johnson est probablement en route pour Washington pour prêter serment, sa voix se brise. Cronkite, tout comme la nation, est en deuil. De retour à Oak Cliff, un gérant de magasin de chaussures nommé Johnny Brewer, travaillant sur le boulevard Jefferson, voit un homme marcher dans la rue d'une manière étrange. L'homme regarde constamment par-dessus son épaule, comme pour s'assurer qu'il n'est pas suivi. Brewer observe l'homme se faufiler dans un cinéma de l'autre côté de la rue. Après avoir consulté le vendeur de billets, il décide d'appeler la police et de leur parler du comportement étrange et de la description de l'homme qui s'est faufilé dans le théâtre. La police arrive au cinéma vers 13h48. Un groupe d'officiers armés entre dans le théâtre et recherche l'homme correspondant à la description de leur suspect. Une figure solitaire est assise à 3 rangées de l'arrière. La police encercle l'homme et lui dit de se lever lentement. Il répond « Eh bien, c'est fini maintenant ». À l'instant suivant, l'homme cherche quelque chose. La police se jette sur le suspect et une bagarre éclate. L'homme essaie clairement de sortir une arme sur les officiers, mais après plusieurs coups, il le maîtrise. Le suspect est menotté et traîné hors du théâtre tout en criant sur ses droits et comment ils sont bafoués. Lorsque le suspect est amené au poste pour être traité, la police trouve 2 pièces d'identité différentes dans son portefeuille. La première est pour Lee Harvey Oswald, la seconde pour Alec G. Kittle. À 14h15, une annonce est diffusée à tous les services de police indiquant que l'homme soupçonné d'avoir tiré sur l'officier J.D. Tippett et peut-être le président a été arrêté et est en détention. Pendant ce temps, le corps de John F. Kennedy est embarqué sur Air Force One avec Lyndon B. Johnson, Jackie Kennedy et une suite d'agents montent à bord de l'avion. L'avion reste immobile sur le tarmac pendant encore 15 minutes, attendant que Sarah Hughes, une juge fédérale à Dallas, atteigne l'avion. Il a été décidé que Lyndon B. Johnson doit être assermenté le plus tôt possible afin de maintenir la continuité et le pouvoir du président. À 14h30, Hughes atteint Love Field. 8 minutes plus tard, la cérémonie d'investiture commence à bord d'Air Force One. La cabine est tellement pleine de monde qu'il y a à peine de la place pour que quelqu'un puisse bouger. Debout d'un côté du futur président se trouve sa femme, Claudia Alta Johnson. De l'autre côté se trouve Jacqueline Kennedy, toujours dans la veste tachée de sang qu'elle portait lorsque son mari a été assassiné. Alors que le nouveau président prête serment et retourne au Capitole, la police de Dallas a envoyé des officiers à la pension où Lee Harvey Oswald séjournait. Une unité séparée est envoyée pour récupérer la femme d'Oswald à Irving. La pension est située dans la banlieue d'Oak Cliff, sur l'avenue North Beckley, où les enquêteurs trouvent un grand nombre de livres sur le communisme, ainsi qu'un passeport soviétique au nom et à la photo de Lee Harvey Oswald, de son époque en tant que transfuge. À 17h, Air Force One atterrit à la base aérienne d'Andrews dans le Maryland, avec à bord le corps de l'ancien président et le nouveau président. Robert Kennedy, le procureur général et frère de John Fitzgerald Kennedy, attend que les passagers à bord débarquent. Robert était très proche de son frère et avait été informé de son assassinat par le chef du Federal Bureau of Investigation G. Edgar Hoover avant sa diffusion mondiale. Le corps de John F. Kennedy est emmené à l'hôpital naval de Bethesda pour une autopsie, pendant que Lyndon B. Johnson se rend à la Maison-Blanche. De retour à Dallas, Lee Harvey Oswald est interrogé par l'expert en interrogatoire, le capitaine J.W. Fritz. Même si Oswald soutient constamment qu'il n'a rien à voir avec aucun des meurtres, son ton de voix et son langage corporel ne sont pas ceux d'un homme innocent. Il n'y a pas de plaidoyer frénétique ou de colère dans sa voix. Au contraire, il est solennel et sarcastique, comme s'il était un adolescent qui venait d'être pris en train de faire quelque chose de mal. Alors que l'interrogatoire se déroule au quartier général de la police de Dallas, un homme sans prétention se promène dans la station sous le nom de Jack Ruby. Il est propriétaire d'une boîte de nuit dans la région de Dallas. Et bien qu'il soit ami avec de nombreux policiers, il n'a rien à faire à la station, surtout à ce moment précis. D'une manière ou d'une autre, on le laisse entrer dans la station avec un sac de sandwich au roast beef qu'il distribue aux officiers tout en leur parlant de ce qui se passe. Pendant ce temps, un complot meurtrier commence à se former dans l'esprit de Jack Ruby. Pendant l'interrogatoire, Fritz présente plusieurs preuves contre Oswald, le reliant à l'assassinat du président Kennedy. La police a les cartouches usagées, le sac en papier brun
et le fusil lui-même du dépôt de livres scolaires du Texas où travaille Oswald. Ils ont aussi une déclaration de Marina, femme d'Oswald, affirmant qu'il détenait un fusil similaire à celui trouvé. Sur la crosse du fusil, ils parviennent à relever une empreinte de paume qui sera plus tard associée à la paume de Lee Harvey Oswald. Ces empreintes digitales seront également prélevées sur le sac en papier brun qui a été découvert au 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas. Le capitaine Fritz sait également et souligne que Oswald est le seul employé à quitter le dépôt de livres scolaires du Texas après la fusillade et à ne pas revenir, ce qui le rend incroyablement suspect. Fritz surprend Oswald dans 2 mensonges différents, l'un concernant la possession du pistolet qui était sur lui, et plus tard, une preuve accablante qui relie Oswald à l'arme du crime qui a tiré sur Kennedy. Il y a aussi ensuite le fait que lorsque sa femme a été interrogée après avoir parlé à son mari, elle croit qu'il a commis le meurtre de John Fitzgerald Kennedy en fonction de son comportement. Le capitaine G.W. Fritz et d'autres officiers ayant assisté à l'interrogatoire révisent ensemble les preuves. Il est conclu qu'il y a suffisamment de preuves pour condamner Lee Harvey Oswald en tant qu'assassin qui a tiré sur John F. Kennedy. Juste après minuit le 23 novembre, la police fait défiler Lee Harvey Oswald devant la presse pour montrer au monde qu'ils ont l'homme soupçonné d'avoir tué le président. Du fond de la salle, Jack Ruby lorgne Oswald à travers les flashs des ampoules et la foule de journalistes. En moins de 48 heures, il fera quelque chose qui alimentera des centaines de théories du complot sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Après l'interview de presse, où Lee Harvey Oswald esquive les questions et insiste sur le fait qu'on lui tend un piège, le présumé assassin est ramené à sa cellule. Alors que la ville de Dallas dort, un dernier développement dans l'affaire contre Oswald voit le jour. À 4 heures du matin, le Federal Bureau of Investigation remonte jusqu'à la carabine utilisée pour assassiner le président, qui avait été trouvée plus tôt dans la journée au Texas School Book Depository, jusqu'à un magasin appelé Klein's Sporting Goods, à Chicago, Illinois. La Carcano Model 38 était une carabine d'infanterie commandée par courrier. Cela signifiait que l'acheteur devait écrire une lettre et envoyer l'argent au magasin, à quel point l'arme aurait été envoyée par courrier à eux. Le nom sur le bon de commande pour le fusil était A. Heidel de Dallas, Texas, le même nom que sur la 2e carte d'identité dans le portefeuille de Lee Harvey Oswald. Le 23 novembre, la police a annoncé que Lee Harvey Oswald serait transféré du quartier général à la prison du comté le lendemain. Cependant, la police sait que cela doit être fait avec un maximum de sécurité pour garantir la sécurité d'Oswald, car il y a des millions de citoyens indignés qui veulent sa tête. À 9 h du matin, le 24 novembre, le chef de la police informe ses subordonnés qu'il souhaite un camion blindé pour transporter Oswald de la gare à la prison. Il y aura également un cortège pour accompagner le véhicule blindé au cas où la foule rassemblée deviendrait incontrôlable et tenterait d'attaquer le camion. À 11h17, le 24 novembre, Jack Ruby remplit un mandat de Western Union, à quelques pas seulement du quartier général de la police de Dallas, qu'il enverra à une stripteaseuse qui travaille dans l'un de ses nightclubs. Il y a une personne devant lui dans la file. Si leur commande avait pris quelques secondes de plus, des éléments clés de l'assassinat de Kennedy, qui nous échappent aujourd'hui, auraient peut-être été élucidés. À 11h19, Lee Harvey Oswald est menotté, sorti de sa cellule et escorté à travers le commissariat vers le convoi qui le mènera à la prison du comté. L'entourage d'officiers entourant Oswald s'entasse dans l'ascenseur du commissariat et descend au niveau du sous-sol du bâtiment. 70 policiers sont actuellement postés dans le sous-sol pour la sécurité, avec des reporters et caméramens. Quelques instants plus tôt, le plan de transfert d'Oswald avait changé. Il a été décidé que le camion blindé attirerait trop d'attention et serait une cible trop grande pour les foules qui se sont rassemblées. Par conséquent, le convoi servira de leurre, et Lee Harvey Oswald sera plutôt amené à la prison dans une voiture de police non marquée. À 11h20, les camions et les voitures pour transporter Lee Harvey Oswald sont mis en position. Comme le cortège est composé de tant de véhicules, cela prend un certain temps, pendant lequel les officiers à l'extérieur de la station sont distraits. Pendant ce temps, Jack Ruby descend la rampe extérieure qui mène au sous-sol du commissariat de police. Personne ne le remarque, car tous sont concentrés sur l'organisation du cortège. Il passe la porte et entre dans le sous-sol sans être arrêté. À l'autre bout du sous-sol, la porte de l'ascenseur s'ouvre et Lee Harvey Oswald est escorté dehors. Alors que les officiers avec Oswald ouvrent les portes du garage, ils sont aveuglés par les ampoules clignotantes et les lumières des caméras. La presse se précipite en avant. Ike Papas de Columbia Broadcasting System News crie « Monsieur Oswald, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Simultanément, un homme à l'arrière de la foule se précipite en avant
se frayant un chemin à travers les reporters. Il tient un pistolet dans sa main droite. Tous les policiers reconnaissent le tireur. L'un crie « Jack, salaud, ne fais pas ça !» Mais il est trop tard. Jack Ruby appuie sur la gâchette et tire une balle directement dans l'estomac de Lee Harvey Oswald. La police plaque Ruby au sol et lui arrache le pistolet des mains. D'autres officiers se ruent vers Oswald, saignant à mort au sous-sol. L'un d'eux lui demande s'il a quelque chose à leur dire. Lee Harvey Oswald reste silencieux un moment puis s'évanouit. En quelques minutes, Oswald est amené à l'hôpital Parkland où 2 jours plus tôt, John F. Kennedy a été déclaré mort. 2 des mêmes médecins qui ont opéré John Fitzgerald Kennedy opèrent également sur Lee Harvey Oswald. Oswald a perdu une quantité massive de sang, mais pendant un moment, les médecins pensent qu'il s'en sortira. Cependant, cela ne devait pas être. Au moment même où Oswald saigne à mort, Robert Kennedy, Jacqueline Kennedy et ses enfants sont amenés dans la salle est de la Maison-Blanche, où le corps de John Fitzgerald Kennedy repose en état. À 13h ce 7 le 24 novembre, 1963 2 jours et 7 minutes après que le président Kennedy a été déclaré mort, Lee Harvey Oswald décède dans le même hôpital et dans la pièce à côté de celle où l'ancien président a reçu ses derniers droits. C'est à ce moment que toute confession ou compréhension de pourquoi Lee Harvey Oswald a tué John F. Kennedy est perdue à jamais. C'est aussi le moment où les théories du complot sont autorisées à se répandre et à se diffuser dans la conscience américaine. Il faut dire que lorsque les enquêteurs ont recueilli des preuves, ils ont trouvé des écrits d'Oswald sur les idées socialistes ainsi qu'un manifeste incomplet et quelque peu incohérent parmi ses affaires. Il semble que Lee Harvey Oswald se considérait comme un grand homme qui n'a jamais eu l'occasion de s'épanouir en raison de la nature oppressive de l'autorité et du capitalisme aux États-Unis. C'est pourquoi le socialisme, l'Union soviétique et Cuba l'intéressaient. Peut-être qu'Oswald pensait qu'il serait important dans un monde socialiste, et le fait que John F. Kennedy représentait le système même qu'il estimait l'opprimer a motivé ses actions. Le 25 novembre 1963 sur John F. Au 3e anniversaire de Kennedy Jr., il salue le cercueil de son père enterré au cimetière national d'Arlington. Le 29 novembre, le président Lyndon B. Johnson établit la commission Warren pour enquêter officiellement sur l'assassinat du président et pour découvrir si Lee Harvey Oswald était en fait l'homme qui a tué Kennedy ou s'il y avait d'autres entités impliquées. Le 24 septembre 1964, la commission Warren a présenté ses conclusions. L'enquête a recueilli des témoignages de témoins oculaires, d'énormes quantités de preuves, et la conclusion d'experts pour arriver à la conclusion qu'il n'y a aucune preuve que Lee Harvey Oswald ou Jack Ruby faisaient partie d'un quelconque complot, domestique ou étranger, pour assassiner le président Kennedy. La commission conclut également que les coups de feu qui ont tué le président Kennedy et blessé le gouverneur John Connolly ont été tirés par Lee Harvey Oswald. La commission n'a trouvé aucune preuve que quiconque a aidé Oswald à planifier ou à exécuter l'assassinat. La commission n'a trouvé aucune preuve montrant qu'Oswald a été employé, persuadé ou encouragé par un quelconque gouvernement étranger pour assassiner Kennedy, ou qu'il était un agent d'un quelconque gouvernement étranger. De plus, il a été déterminé que divers tests ont montré que le Mannlicher Carcano était un fusil précis, et que l'utilisation d'une lunette de visée de 4 puissances était une aide substantielle pour un tir rapide et précis. La formation de Marine d'Oswald et son adresse au tir, son expérience avec d'autres fusils et sa familiarité avérée avec cette arme particulière ont montré qu'il avait largement la capacité de commettre l'assassinat. Le même tir est même recréé par le Federal Bureau of Investigation en utilisant le même fusil, la même lunette de visée et un sosie de John Fitzgerald Kennedy. Il laisse prouver que le tir qui a tué le président était effectivement possible. La commission aborde également les spéculations et les théories du complot qui se propageaient déjà à travers le pays. Certains croient que les tirs qui ont tué le président venaient du pont ferroviaire devant la voiture. Cependant, il a été déterminé que les tirs qui ont touché le cou et la tête du président et blessé le gouverneur Connolly venaient de derrière et de dessus. Aucune preuve ne montre que des tirs sur le président aient eu lieu ailleurs qu'à partir du dépôt de livres scolaires du Texas. D'autres affirment que la voiture présidentielle avait un petit trou de balle rond dans le pare-brise avant. Ceci est une preuve qu'un ou plusieurs coups de feu ont été tirés sur le président depuis l'avant du véhicule au lieu de l'arrière. Le rapport de la commission réfute cette spéculation, affirmant que le pare-brise n'a été pénétré par aucune balle. Un résidu de plomb a été détecté à l'intérieur du pare-brise. À l'extérieur du pare-brise, il y avait un très petit motif de fissure juste devant le résidu de plomb à l'intérieur. La balle d'où provenait ce résidu de plomb était probablement l'une de celles qui ont frappé le président et, par conséquent, venait de haut et de l'arrière.
Les experts ont établi que l'abrasion sur le pare-brise provenait d'un impact à l'intérieur du verre. Ensuite, il y a des affirmations qu'une photo largement publiée dans les journaux et les magazines après l'assassinat montrait Lee Harvey Oswald debout sur les marches avant de la Texas School Book Depository, peu de temps avant le passage du cortège présidentiel. La commission révèle que l'homme sur les marches avant du bâtiment, que certains pensent ou prétendent être Lee Harvey Oswald, est en réalité Billy Lovelady, un employé de la Texas School Book Depository qui ressemble quelque peu à Oswald. Lovelady s'est identifié sur la photo, et d'autres employés de la Depository qui se tenaient avec lui, comme le montre la photo, ont confirmé qu'il était l'homme sur la photo et qu'Oswald n'était pas là. Même après la publication du rapport Warren, certaines personnes restent sceptiques sur ce qui s'est réellement passé le jour de l'assassinat de Kennedy. Cependant, les preuves recueillies par la commission Warren et les témoignages des témoins oculaires soutiennent de manière écrasante leur conclusion que Lee Harvey Oswald était bien l'assassin qui a tiré sur John F. Kennedy, et il a agi seul. Une véritable conspiration est née aux États-Unis en 1976. Au cours du scandale du Watergate et de la gestion de la guerre du Vietnam, une grande partie du pays perd confiance en le gouvernement. Cela conduit à la création d'une commission spéciale sur les assassinats pour réexaminer le meurtre de John Fitzgerald Kennedy, ainsi que celui de Martin Luther King Jr. en 1968. Leurs conclusions réaffirment celles de la commission Warren. Le 20 décembre 1991. L'un des événements les plus influents pour alimenter les théories du complot autour de l'assassinat de Kennedy se produit. C'est à cette date que le film très populaire de Oliver Stone, John Fitzgerald Kennedy, sort en salle. À ce stade, beaucoup dans le grand public commencent à nouveau à remettre en question la validité de la conclusion de la commission Warren et les événements qui se sont produits le jour de l'assassinat de Kennedy. Il est clair que certaines personnes oublient que le film de Stone est une œuvre de fiction et non un fait. En 1992, au pic des théories du complot sur l'assassinat de Kennedy, le gouvernement instaure le président John F. Kennedy Assassination Records Collection Act, mandatant la publication éventuelle de tous les documents non publiés liés à l'incident. Cette loi est signée en existence par le président George Herbert Walker Bush et une date est établie pour la publication des documents en octobre 2017. Cette date limite est repoussée par le président de l'époque, Donald Trump, qui ordonne la publication d'environ 2800 fichiers jusqu'alors inédits, mais retient des milliers d'autres pour des raisons de sécurité nationale. En 2022, la fondation Mary Farrell, qui détient la plus grande collection de documents relatifs à l'assassinat de Kennedy, poursuit le président Biden et l'administration nationale des archives et des documents pour avoir reporté la publication de 15 000 autres documents concernant le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. L'administration Biden invoque une nouvelle fois des raisons de sécurité pour justifier que ces documents ne peuvent pas être publiés. Sur la base des preuves dont nous disposons actuellement et en utilisant le rasoir d'Occam, qui stipule que face à deux options pour un problème, l'explication la plus simple tend à être la correcte, nous devons conclure à ce stade que Lee Harvey Oswald a assassiné John Fitzgerald Kennedy pour une raison que nous ne connaîtrons jamais, car il a été tué avant qu'une confession ne soit obtenue. De nouvelles preuves pourraient-elles conduire à une nouvelle conclusion? Absolument. C'est la beauté de la science et la recherche de la vérité. Une théorie peut être modifiée ou réfutée face à de nouvelles preuves. Nous ne devrions pas arrêter de chercher la vérité, mais éviter de s'accrocher à des théories du complot sans preuves suffisantes pour satisfaire notre curiosité et nos convictions. Jusqu'à ce que des preuves plus concrètes soient trouvées, la meilleure explication de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est que Lee Harvey Oswald était un homme perturbé qui a tiré 3 balles sur la voiture du président. L'une d'elles a traversé le cou de Kennedy, une autre a complètement manqué la voiture, et une troisième a frappé l'arrière du crâne de John Fitzgerald Kennedy et l'a tué. Les preuves disponibles suggèrent que Oswald a agi seul et qu'aucune autre conspiration ou entité étrangère n'était impliquée. C'est pourquoi la plupart des historiens et universitaires pensent que les conclusions de la commission Warren sont valides puisque 60 ans d'enquêtes et de recherches n'ont pas fourni de preuves concrètes du contraire. Ne pas avoir d'aveu ou pouvoir comprendre pourquoi Kennedy a été assassiné est difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens cherchent à trouver une explication dans les théories du complot. Un seul homme qui était déstabilisé et capable de plonger le pays le plus puissant du monde dans un chaos momentané en assassinant son président est une pensée terrifiante pour beaucoup. Ce n'est pas non plus une fin satisfaisante à la vie d'un président que tant de gens respectaient. La vérité est que nous ne saurons jamais pourquoi Oswald a fait ce qu'il a fait. S'il y a plus à cette histoire, peut-être est-ce caché dans les documents que le gouvernement des États-Unis n'a pas encore publiés. Néanmoins, la plupart des preuves, déclarations de témoins oculaires et expertises suggèrent que le président John F. Kennedy a été tué par un fou qui croyait que le socialisme devrait diriger le monde et qui s'est vu offrir l'occasion de s'inscrire dans les livres d'histoire
Alors il la saisit. Si cela vous intrigue, regardez cette vidéo. Ces États destinés à être sacrifiés en cas de Troisième Guerre mondiale. Ou consultez une autre sur la véritable raison pour laquelle les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie. À la prochaine fois.